Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un point lecture ou d'un avis lecture sur mes lectures du mois de janvier. Alors le mois n'est pas tout à fait terminé, je vais donc en fin de vidéo vous présenter les livres que j'envisage de lire avant que le mois se termine, même si je me trouve particulièrement optimiste, vous verrez. Mais bon, pour l'instant, sachez que j'ai quand même tous ces romans à vous présenter, donc on va commencer très vite. Je vais passer rapidement sur certains et je vais prendre un peu plus de temps sur d'autres. Dans le cadre du Cold Winter Challenge, j'ai lu Paris Mortel d'R.L. Stine. Alors, je n'ai pas lu, j'ai relu pour être plus exact. Il s'agit d'un livre publié dans la collection Peur Bleue chez J'ai lu. Ce sont des éditions qui n'existent plus aujourd'hui, mais que vous pouvez trouver d'occasion. J'avais adoré ce titre lorsque j'étais adolescente et ma relecture s'est assez bien passée, même si évidemment j'ai été beaucoup moins surprise, j'ai été beaucoup moins embarquée, simplement parce que les histoires sont très courtes. C'est écrit extrêmement gros en plus, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas tant une question du nombre de pages, c'est que même on est sur des ouvrages extrêmement aérés, donc il ne se passe pas énormément de choses. Beaucoup de protagonistes sont mis en place, donc c'est finalement assez lisse, je dirais, mais c'était quand même très divertissant. J'ai passé un bon moment. Dans cette histoire, on suit donc April, en tout cas c'est de son point de vue que nous sont racontés les événements, et April va partir en vacances avec des amis à elle, donc dans le chalet de Dara, une de leurs camarades de lycée qui vient d'arriver dans leur établissement. Et durant ce week-end, il va se passer quelque chose d'abominable puisque Dara va être assassinée. Elle va être retrouvée dans une espèce de grange où se trouve le bois à chauffage et elle a été assassinée. Puisqu'ils sont enfermés et que la météo ne permet pas de pratiquer les routes, très vite ils vont se rendre compte que le tueur est nécessairement parmi eux et ils vont mener l'enquête plus ou moins. Il y a quelques retournements de situation, c'est assez pesant finalement comme ambiance, mais voilà, comme je vous le disais, je pense que c'est une lecture qui m'a marqué ado, qui me marque nettement moins adulte, même si j'ai passé un bon moment et que j'ai été très contente de retrouver cette histoire que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années. Je vais ensuite passer très rapidement sur Psychose 2 que j'ai également lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de la suite du célèbre roman de Robert Bloch qui a été adapté au cinéma par Hitchcock, donc Psychose. Dans Psychose 2, on suit donc Norman Bates qui est le propriétaire d'hôtel et le tueur du tome 1. Il est ici dans un hôpital, un asile, suivi par un psychiatre qui se penche très particulièrement sur son cas et qui l'étudie avec beaucoup de passion, on va dire. Et en parallèle de cela, on sait qu'un film sur ses précédents meurtres va être tourné à Hollywood. Norman Bates va réussir à s'échapper de l'hôpital et il va se passer plein de choses étranges. Voilà, je n'ai pas envie de vous en dire plus puisque c'est une histoire qui repose beaucoup finalement, un petit peu comme le tome 1, sur un twist final assez surprenant et assez saisissant. Enfin, c'est vraiment déstabilisant. J'ai passé un très bon moment. L'écriture de Robert Bloch est vraiment chirurgicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot en trop, on est vraiment sur quelque chose de précis, de fixe. On va vraiment d'un point A à un point B sans fioriture. Donc c'est très particulier, il faut aimer. Moi personnellement, ça marche bien parce que justement, on est dans le cadre de romans horrifiques qui tournent autour ce sont un peu des ancêtres des slashers finalement. Donc j'aime bien moi le côté brut de décoffrage, on va directement là où on veut nous amener en fait, on prend pas de chemin détourné. J'ai passé un bon moment de lecture dans l'ensemble, mais j'ai quand même préféré le tome 1 évidemment, mais c'était pas mal. Le dernier livre sur lequel je passe très rapidement, il s'agit de Rattrapage de Vincent Mondio. Je découvre la plume de Vincent Mondio avec cet ouvrage qui est publié dans la collection, alors je crois que c'est D'une seule voix si je me souviens bien, de chez Actes Sud Junior. C'est également la collection qui publie Joanne Richoux avec le texte Tavrier notamment, que je vous recommande toujours aussi vivement. En Rattrapage, on suit une adolescente qui a raté son bac. Elle est très populaire, elle est très centrée sur sa façon de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, sur ses fréquentations. Et on va dire qu'elle a un petit peu laissé sa scolarité de côté. Elle se retrouve au rattrapage. Et au rattrapage, elle va croiser un jeune homme qui était dans sa classe quelques mois auparavant, mais qui a fait une tentative de suicide suite à un acharnement sur lui, à un harcèlement finalement continuel auquel elle a participé. Et donc on va être dans sa tête, on va assister un petit peu à ses remises en question, à la posture finalement qu'elle tente d'adopter face à ce jeune homme qui ne la voit pas. C'est vraiment une histoire qui tient sur très peu de temps. Je pense qu'on est sur 1 heure à peine de la vie de cette jeune fille, mais c'est très intense, c'est vraiment très riche en émotions et c'est joliment écrit. Voilà, j'aime beaucoup la plume de Vincent Mondio, même si peut-être que je n'ai pas tout vu avec ces quelques 50 pages, je crois, 78 pages. Mais voilà, encore une fois, extrêmement aéré.
Je pense que je me lancerai peut-être dans des ouvrages un peu plus conséquents afin de me faire une véritable idée de la construction des histoires de Vincent Mondiaux, mais aussi des thématiques qui lui sont chères et propres, puisque du coup la seule que je connais jusque-là, c'est celle-ci, cette thématique qui est très intense et très, très forte du harcèlement scolaire. Et voilà, j'ai hâte d'en découvrir plus. Le livre suivant que j'ai lu, c'était le premier livre qui constituait ma palle du challenge Litabricas que j'organise sur Bookstagram si ça vous intéresse. Il s'agit de Can't Help Falling in Love de d'Alicia Garnier, publié chez Hugo Romans. C'est un tome 1. Il s'agit d'une romance. Je ne lis jamais de romance, ou presque plus de romance, sauf exception, à savoir les titres de Brittany Chéri que j'aime tout particulièrement. Et c'était donc ma découverte de la plume d'Alicia avec ce roman. Alicia, vous la connaissez peut-être, je me répète encore, mais sous le pseudo de Moody Take a Book sur YouTube et sur Instagram. Ce livre, je l'ai trouvé très intense émotionnellement. C'était un très bel ouvrage et j'ai été assez émue. On va suivre ici Logan, qui est une star du cinéma et qui a complètement vrillé, qui est parti complètement à la dérive, qui consomme énormément de drogue, d'alcool, qui passe son temps dans des soirées assez mal fréquentées, qui fait des choses assez douteuses. Et un jour, une de ces soirées de débauche, en fait, va être publiée sur les réseaux sociaux. Et cela va grandement atteindre à son image, en fait, dans les médias. Et il va donc être gentiment congédié, renvoyé chez lui. On va lui demander en gros de prendre des vacances, plus ou moins, quelques jours. Et il va retourner donc chez sa mère, avec là où habite encore sa petite sœur. Et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Riley, qui a été complètement détruite elle aussi par la vie et qui a elle aussi traversé des choses extrêmement difficiles. Voilà, c'est vraiment un roman très émouvant. On est beaucoup, enfin évidemment c'est une romance. Voilà, je vais pas. De toute façon, c'est classé comme tel, c'est rangé comme tel, mais il y a quand même d'autres choses. Il y a notamment une psychologie des personnages qui est extrêmement intense et on sent que ça déborde d'émotions. Vraiment, je pense que c'est la grande force d'Alicia, c'est de réussir à nous transmettre la tristesse, la peine, mais aussi les grandes joies de ces personnages. On est vraiment dans quelque chose de... C'est un roman plein d'empathie, on est obligé d'être aux côtés des personnages, de vivre avec eux tout ce qui se passe. C'est vraiment très, très, très intense, voilà. La fin, voilà, la fin, elle donne qu'une envie, c'est de lire le tome 2 qui paraîtra, je crois, en avril, si je ne me trompe pas, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite, puisque je vous assure que quand vous arrivez à la fin, vous n'êtes pas bien, voilà, clairement, vous n'êtes pas bien. Le livre suivant que j'ai lu, il s'agit de Décomposer de Clémentine Beauvais. J'ai vu ce livre passer absolument partout, que ce soit sur les chaînes Booktube plus classiques et aussi sur les chaînes Booktube plus Young Adult, si je dois classifier. Donc en fait, un petit peu partout, finalement, c'est un livre qui a parlé à des publics très différents, puisqu'ici, Clémentine Beauvais va se réapproprier La Charogne de Baudelaire, donc le célèbre poème, et elle va inventer l'histoire de cette charogne. Dans l'histoire qu'elle s'en fait, La Charogne est une jeune femme parisienne à qui il va arriver bon nombre de choses et qui va passer par plein d'états différents. Dans ce roman, on aborde énormément de choses, la condition de la femme au 19e siècle, les abus sexuels, les violences faites aux femmes. Il y a énormément de thématiques très importantes et la construction du roman est en vers libre, pas toujours, mais le plus souvent en vers libre. On a aussi des passages qui sont écrits sous forme plus théâtrale avec des prises de parole des personnages, le plus souvent Jeanne, donc la maîtresse de Charles Baudelaire et Charles lui-même. Je suis toujours contente de voir Jeanne Duval remise un petit peu en avant. C'est vrai que c'était déjà le cas dans Mademoiselle Baudelaire d'Isler qui est paru l'an passé. Je vous mettrai une illustration par ici. Là, c'est un peu pareil finalement. On va se centrer vraiment sur la féminité, le féminin. Et en fait, le poète ne va être là que comme... je dirais presque comme excuse pour parler de la condition de la femme et des femmes à cette époque. D'ailleurs, il est accusé de violence sur Jeanne dans le roman. Je dis le roman, mais on va dire dans l'ouvrage, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à classifier ce livre. Je crois qu'il est rangé en poésie si vous le cherchez en librairie, mais c'est très libre comme forme finalement, donc difficilement classable. J'ai beaucoup aimé la plume de Clémentine Beauvais sur cet ouvrage, bien que, une fois de plus, je ne sois pas une énorme fan en fait. Je sais pas ce qui coince avec moi, mais il y a des choses que j'arrive pas à saisir avec cette autrice. J'aurais beaucoup de mal à l'expliquer et finalement j'arriverai à donner que des justifications assez flottantes, mais c'est vrai que c'est pas rentre dedans comme je l'aimerais, c'est pas pur comme je l'aimerais, c'est pas brut comme je l'aimerais, et pourtant il y a vraiment des tournures de phrases qui sont magnifiques, il y a
initiatives qui sont prises, qui sont très intéressantes et malgré tout, je n'arrive pas à accrocher autant que certaines personnes qui pourtant me vendent ça comme tout ce qui pourrait me plaire en fait, mais voilà, je n'accroche pas complètement. Je vous dis ça, mais d'ailleurs j'ai utilisé énormément de post-it sur cet ouvrage parce qu'encore une fois, il y a vraiment des passages qui m'ont bouleversée et qui m'ont marquée, qui étaient écrits d'une façon très prenante et j'ai envie de dire que par moments, l'amour de la langue prenait le pas même sur l'initiative de l'autrice ou sur les choix qui étaient faits. Donc je vous lis un extrait. Les petites sœurs pleurent des larmes pépins de verre, on enterre le frère. Je n'ai plus à faire bouclier. Mon corps est moite de sommeil du coucher du soleil au lever du soleil. Quand le père a fini avec la mère, quand le silence est tel dans la pièce, que j'entends les ruisseaux de sang dans mes oreilles, je ne suis plus un mur. La laine des petites sœurs ne souffle plus. Nous ne dormons pas. Elles dorment. Mes gerçures guérissent. Je grandis. Voilà, alors c'était simplement un exemple. J'aurais bien aimé vous dire la fin, mais j'ai pas envie, voilà, là pour le coup, de vous spoiler carrément. Il y a vraiment des passages somptueusement écrits. Ça, je peux pas l'enlever, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le coup de cœur attendu pour moi, même si j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. Il y a quelque chose qui coince encore. Il me reste 3 livres à vous présenter et je vais poursuivre avec L'événement d'Annie Ernaux, qui est mon premier coup de cœur de l'année 2022. L'événement, c'est un livre dans lequel Annie Ernaux va retracer son avortement. Alors c'est vraiment très sensible, je tiens à prévenir parce que il y a vraiment des passages qui sont très durs et on retrouve des thématiques chères à l'autrice qui ne plaisent pas à tout le monde. Notamment cette mise en perspective très courante chez l'autrice de ce qui se passe dans sa vie et son origine sociale. Voilà, je sais qu'il y a des personnes que ça dérange. Moi personnellement, je trouve ça très intéressant et c'est ce qui fait que j'adore lire Annie Ernaux. Toujours surprise de la justesse des analyses qu'elle a sur elle-même, de son intelligence, de la finesse de ses réflexions. L'événement n'a vraiment pas échappé à la règle. Je pense que c'est même mon favori pour l'instant. Donc ici, Annie Ernaux, elle est encore étudiante, elle est en master, il me semble, puisqu'elle est en phase de rédaction de mémoire et elle va tomber enceinte d'un homme qu'elle a rencontré comme ça. Enfin, c'était vraiment une relation sexuelle assez libre finalement, qui n'était pas dans le cadre d'une relation institutionnalisée, carrée, pas du tout, voilà. Ça va vraiment être ce cheminement de trouver qui va pouvoir l'aider, quand, comment, est-ce qu'elle va souffrir, est-ce qu'elle va reconnaître son corps, comment elle va se sentir, qu'est-ce qui va se passer en fait. C'est vraiment très... je trouve que c'est pas forcément le cas de tous les romans d'Annie Ernaux, mais celui-ci, j'avais l'impression d'être en apnée, parce que je ressentais avec l'autrice cette intrusion qu'il y a en fait au fait d'avoir un corps qui grandit dans son propre corps et qui n'est pas désiré finalement. C'est assez... c'est pas anodin, c'est même assez violent comme chose. Et puis l'autrice a un rejet profond de cette grossesse en fait qu'elle ne désire pas. Donc c'est vraiment voilà, un sujet qui est toujours autant d'actualité, qui est très moderne. Enfin, vraiment, Annie Ernaux parle au nom de n'importe quelle femme pourrait parler encore comme ceci aujourd'hui. C'est encore vraiment d'actualité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Surtout aujourd'hui, dans un monde où finalement l'avortement est toujours susceptible d'être enlevé aux femmes et où on estime encore pouvoir avoir le droit de dire oui, non à la place des femmes. Ce livre a vraiment sa place, il est très important. Je vous le recommande à 1000%, je le trouve formidable. En à peine 130 pages, Annie Ernaux arrive à faire des choses mais vraiment incroyables qui nous font nous dire j'aurais pu écrire ça en fait. Alors, et c'est pas dans le sens prétentieux de dire je peux écrire comme Annie Ernaux, mais c'est vraiment dans le sens de moi en tant que femme je ressens ça, ou j'ai pu ressentir ça, ou je ressentirai ça à l'avenir. C'est quand même, il y a une dimension vraiment universalisante dans cet ouvrage. Et voilà, j'adore ce que fait Annie Ernaux. Je vais continuer à la découvrir cette année, bien évidemment. Je pense que ma prochaine lecture, ce sera Les Armoires vides, qui est son premier roman, dont elle parle d'ailleurs dans l'événement. Et voilà, je peux que vous recommander la lecture de ce livre-là. Je pense même que pour débuter la lecture d'Annie Ernaux, c'est vraiment pas mal. Si ce type de thématique vous intéresse, vous vous serez certainement rendu compte qu'il n'y en a pas tant que ça des ouvrages sur l'avortement. Et celui-ci, je vous assure, il vaut le détour et il est très important. Une phrase qui m'a aussi énormément marquée, mais du coup c'est vrai qu'il faut la lire dans le contexte, mais je l'ai trouvée très forte. C'était... Une semaine après, Kennedy a été assassiné à Dallas, mais ce n'était déjà plus quelque chose qui pouvait m'intéresser. Annie Ernaux est vraiment dépossédée de sa propre existence. Et d'ailleurs, il y a un moment, il faut que je vous le trouve pour vous le lire.
où elle fait un parallèle finalement entre ses capacités réflexives et le fait d'être enceinte. Et en fait, la grossesse l'empêche de se concentrer. C'est comme si on l'arrachait au monde des idées pour la reprojeter dans quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus matérialiste et beaucoup plus animal finalement. Et elle déteste ça. C'est vraiment quelque chose contre lequel elle lutte. C'est des passages qui sont très très forts parce qu'on sent la lutte de l'autrice pour conserver sa place finalement qu'elle s'est battue pour gagner en tant que femme de jeune femme qui étudie la littérature, les lettres et qui va à la fac. Maintenant, le ciel des idées m'était devenu inaccessible. Je me traînais au-dessous avec mon corps embourbé dans la nausée. Tantôt j'espérais être de nouveau capable de réfléchir après que je serais débarrassée de mon problème. Tantôt il me semblait que l'acquis intellectuel était en moi une construction factice qui s'était écroulée définitivement. D'une certaine façon, mon incapacité à rédiger mon mémoire était plus effrayante que ma nécessité d'avorter. Elle était le signe indubitable de ma déchéance invisible. J'avais cessé d'être intellectuelle. Je ne sais si ce sentiment est répandu. Il cause une souffrance indicible. Vraiment, c'est des choses que je comprends complètement et il y a beaucoup de choses dans le parcours d'Annie Ernaux qui font écho à ce que j'ai pu ressentir par moment ou vivre par moment et du coup, je suis toujours très très émue quand je lis cette autrice et encore une fois, je ne peux que vous recommander vivement de vous lancer dans l'événement. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon on ne terminera jamais. J'ai lu et terminé Le ventre de Paris de Zola. Je suis incroyablement en retard puisque je lis ce livre dans le cadre du challenge de Nabolita et Antastasia Lisons les Rougon-Macquart. Je suis censée en être à son excellence Eugène Rougon, donc j'ai 3 tomes de retard si je ne me trompe pas. Ou 2 tomes de retard, je sais plus. En tout cas, je suis en retard, ça c'est sûr. Et Le ventre de Paris, je l'avais commencé en mai l'année passée, donc en 2021. Le problème, c'est que cet ouvrage était marqué symboliquement par des moments de ma vie qui n'étaient pas très positifs et qui étaient même assez stressants, puisque c'est le livre que j'ai emporté à Tours lors de mes oraux du CAPES. Dans la mesure où mes oraux du CAPES ont été, même si je les ai réussis, très difficiles dans le sens où émotionnellement ça m'a beaucoup demandé et j'étais dans je sais pas, une espèce de mouvance très négative finalement, une espèce de spirale où j'avais l'impression de travailler sans cesse et de jamais sortir ma tête de l'eau, que je pense j'ai assimilé cet ouvrage à quelque chose de très peu positif pour moi, ou tout du moins quelque chose vers lequel je n'avais pas envie de retourner, ce qui était assez dommage parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire du ventre de Paris. Dans cette histoire, on suit Florent qui va être envoyé au bagne suite à la révolution de 1851. Il a été arrêté par erreur. Il a été accusé de meurtre, mais ce n'est pas le cas, il n'a tué personne. Il parvient à s'échapper de ce bagne donc à Cayenne. Il revient vers Paris, il est amaigri, il est fatigué, il n'a rien, pas de logement, pas d'argent et rien à faire finalement. Et nous, on va le découvrir en fait au bord d'un chemin. Et c'est une dame, il me semble, qui va le ramasser dans sa charrette et le ramener aux Halles de Paris. Et donc c'est au moment de la construction, vous savez, de ces fameuses immenses halles où on vendait de tout finalement. Il y avait des poissonneries, des boucheries, des ventes de légumes, de plantes, bref. Donc un espèce d'immense marché finalement sous ces halles. Je m'exprime extrêmement mal, je suis désolée. En plus, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, ça me perturbe énormément, donc pardonnez-moi si je manque de clarté. Mais bon, donc Florent va se retrouver dans ces halles et il va retrouver son frère, Quenu, qui a épousé Lisa Macquart, qui est donc la fille d'Antoine Macquart, protagoniste qu'on rencontrait dans La Fortune des Rougon. Et donc, il a épousé Lisa, ils tiennent tous les deux une boucherie qui fonctionne très bien. Et ils ont hérité il y a peu d'une certaine somme d'argent. Cette somme, Quenu va vouloir la partager avec Florent, mais Florent va refuser sa part de l'héritage et il va préférer rester vivre quelque temps chez son frère puisque son frère le lui propose, donc avec Lisa et avec sa nièce, puisque Lisa et Quenu ont une fille. Il va pas se passer tant de choses que ça dans cet ouvrage finalement. On suit juste un personnage qui a beaucoup d'idéaux, qui lutte vraiment pour un monde meilleur, qui est vraiment peut-être ancré dans quelque chose de beaucoup moins palpable et de beaucoup plus subtil, on va dire, que les autres personnages. On va dire que c'est vrai que Lisa, Quenu et beaucoup d'autres personnages du ventre de Paris ont vraiment les pieds dans la boue finalement, alors que Florent aspire à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire,
oui, volatile, léger, subtil, en tout cas, il est dans une réflexion qui est déjà politique, politisée, qui est beaucoup plus globalisante finalement que la pensée de sa propre situation matérielle et de son confort personnel. Donc voilà, il est ouvert sur cette espèce d'universalisation finalement de ces questions. Il y a une dimension très philosophique aussi finalement, parce qu'il y a des questions d'égalité, des questions de lutter contre les pouvoirs oppressifs qui instaurent des législations qui sont désagréables, injustes, liberticides, bref. Donc voilà, il y a vraiment une opposition entre Florent et les autres personnages du ventre de Paris. Et on rencontre notamment Claude dans cet ouvrage, donc Claude qui sera le protagoniste principal de l'œuvre de Zola, qui arrive donc beaucoup plus tardivement dans la fresque des Rougon-Macquart. Toute sa force et surtout sa grande capacité à décrire les choses de façon très sensorielle. On est vraiment sur un roman qui se sent, qui se palpe, qui se voit. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sensoriel. Toutes les descriptions sont riches en couleurs, en odeurs, en textures. On a vraiment des descriptions sur des pages et des pages, des étalages en fait finalement, des halles, qui portent également l'ambiance du roman, hein, qui repose sur une espèce d'opposition entre ce que Claude appelle les maigres et les gras, donc Florent faisant partie des maigres, puisque malgré le fait qu'il s'alimente à profusion, il ne grossit pas, et les gras, comme son frère par exemple, Quenu et Lisa, qui sont des personnages qui sont engraissés, qui sont figés en fait dans le temps, dans l'espace et même dans leurs conditions et dans leur capacité à se remettre en question. Bref, il y a plein de choses dans ce roman. J'espère que j'en ai parlé suffisamment clairement parce que je pense que c'était un peu anarchique. Là, j'ai voulu vous dire beaucoup de choses et j'aurais dû peut-être un peu plus structurer ma pensée. Mais en tout cas, je vous le recommande vivement, même si je trouve que c'est quand même intéressant de les lire dans l'ordre, donc de commencer par La Fortune des Rougon. Mais Le Ventre de Paris était vraiment très bien et ils peuvent tous se lire indépendamment si vous préférez aller plus vers l'un que vers l'autre. Avant de vous présenter les ouvrages que j'envisage de lire avant la fin du mois, je termine cet update par vous parler de La douleur de Marguerite Duras. J'ai entendu parler de ce livre sur plusieurs chaînes YouTube. Et c'est vrai qu'après avoir lu L'Amant, je ne savais pas quoi lire de Marguerite Duras, puisque j'avais notamment découvert des extraits du Ravissement de Lol Weinstein qui me tentaient, mais qui me semblaient quand même assez arides. J'avais également parcouru le barrage du Pacifique que je n'avais jamais lu dans son intégralité, mais encore une fois par fragments. Vous allez voir qu'il fait partie de mes prochaines lectures d'ailleurs, hein. Mais j'avais pas forcément envie de me lancer dans celui-ci et j'ai entendu parler de La douleur. Et La douleur, ça a été une énorme claque parce que Marguerite Duras a vraiment cette plume qui est acerbe, qui est violente, qui est franche, qui est vraiment d'une grande puissance en fait, avec des phrases extrêmement courtes, des mots très justes, choisis, appuyés, qui fait mal en fait. Enfin, je trouve que la plume de Marguerite Duras fait vraiment mal parfois. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas adhérer parce que c'est très particulier comme expérience de lecture, mais moi j'ai été complètement conquise par la douleur et dans tous les sens du terme. D'un point de vue purement stylistique et dans la construction pure de l'ouvrage, j'ai trouvé que c'était très intéressant déjà. Mais ensuite, il y a l'histoire, voilà, qui est... Alors, le livre, ce n'est pas qu'une seule histoire. On a, on va dire, trois grandes séquences dans ce livre. Une première dans laquelle on va suivre Marguerite Duras qui, tous les jours, attend le retour de son mari, puisque son mari a été déporté en camp, puisque c'est un opposant politique qui fait partie de la résistance. Et elle va attendre chaque jour son retour. Un jour, il va être retrouvé donc à la libération des camps. Et je me suis retrouvée en face de scènes que je n'avais jamais lues, qui m'ont vraiment saisies, en fait, je pense que personne ne peut rester insensible face à la description de ces scènes-là, puisque lorsque le mari de Marguerite Duras rentre des camps, il est bien évidemment amaigri, incapable de manger, malade, et elle et certains de ses proches vont s'occuper de lui jour après jour, vraiment petit pas par petit pas, pour finalement réapprendre à son corps à vivre et déconstruire finalement tout le... Même si ça ne se déconstruit jamais évidemment, mais une espèce de barrage traumatique qui fait que le moindre petit mot et le moindre petit geste peut être pris comme une violence. C'est vraiment très, très dur de voir, de voir l'état de son mari dans cette première partie, parce qu'on se rend compte qu'au-delà d'une destruction physique, il y a toute une destruction psychique qui a été opérée sur ces personnes qui ont été
détenus dans les camps, qu'on a laissé mourir de soif, de faim, qu'on a fait travailler jusqu'à l'épuisement et jusqu'à la mort. Enfin, Marguerite Duras en parle avec beaucoup d'intensité évidemment et ça m'a vraiment scotché. J'ai d'ailleurs tout de suite commandé l'ouvrage de son mari, qui est donc L'espèce humaine de Robert Antelme. C'est un livre qu'il a dédié à sa petite sœur qui est morte déportée en camp. Et dans cet ouvrage, il nous raconte ce qu'il a vécu lorsqu'il était enfermé. Je ne l'ai pas encore lu, ça fera partie de mes prochaines lectures, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment très envie de découvrir ce livre-ci parce que Marguerite Duras en parlait et que même dans la façon dont son mari a rédigé cet ouvrage, c'est quelque chose qui est fait presque d'un jet, presque en un cri en fait, comme quelque chose de nécessaire pour ne pas exploser, comme une espèce de soupape de décompression ou que sais-je. Enfin, j'avais donc très envie de lire cet ouvrage, encore une fois, je ne sais pas si je m'exprime bien, je suis désolée. C'est des ouvrages qui sont tellement riches émotionnellement que c'est très dur derrière de rationaliser et d'en parler dans des termes plus techniques et détachés. Je trouve que c'est un petit peu même dommage parce qu'on perd l'essence même de ce qui parfois a pu nous plaire. Bref, cette première partie était extrêmement émouvante et elle m'a vraiment donné envie d'en lire plus sur la vie de Robert Anselme. La seconde partie du roman, elle se consacre à la relation que Marguerite Duras va entretenir avec un SS qui va prétendre pouvoir lui donner des nouvelles de son mari lorsqu'il est enfermé. Donc on fait un espèce de bond dans le temps en arrière. Et voilà, et on va suivre cette relation qui est très perverse et dans laquelle Marguerite Duras se perd un peu pour pouvoir garder espoir et pour avoir des nouvelles de son mari. C'était très intéressant aussi. Alors du coup, pas du tout dans le même genre que la première partie du roman, mais intéressant dans le sens où il y avait presque un rapport stratégique, une sorte de jeu d'échecs qui se mettait en place entre l'autrice et le SS. Il y a une partie qui est très intéressante, notamment où lorsque l'homme se retrouve en procès, Marguerite Duras arrive, elle confie, elle, ce qu'elle a pu partager avec cet homme, et elle est partagée entre le fait de vouloir absolument que cet homme soit condamné pour les atrocités qu'il a commises et qu'il a encouragées, et dans le même temps, pourtant, elle va parler des choses positives qu'il a pu faire parce qu'il a notamment laissé s'enfuir une femme juive et son fils. Et un magistrat va lui dire: mais enfin, que voulez-vous? Voulez-vous que cet homme soit condamné ou voulez-vous qu'il ne le soit pas? On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Et j'ai beaucoup aimé le fait que cette dualité, cette opposition soit mise en lumière ici par Marguerite Duras. C'est très bien fait en plus. Donc voilà, très intéressant aussi cette partie. J'ai un peu moins aimé la troisième qui consiste en une succession de petites histoires qui reprend les personnes donc, qui ont véritablement existé, j'imagine, mais qui constituaient le réseau de Marguerite Duras à cette époque. On a des changements de point de vue, c'est-à-dire que parfois on va se retrouver du point de vue je crois qu'elle s'appelle Thérèse, donc une femme de la résistance qui était dans les proches de Marguerite Duras. Ensuite, on a une autre petite histoire, pareil, où on suit un SS qui s'est isolé dans la montagne. Bref, c'était très différent. J'ai un peu moins aimé. C'était intéressant aussi, mais ça se lit pas du tout de la même façon que les deux premières parties de ce roman. C'est vraiment les deux premières parties qui font que ce roman, je l'ai adoré. J'ai passé un très bon moment. Et même si j'ai retenu mon souffle tout du long, ça a été une découverte littéraire assez éblouissante. Et comme ça avait déjà été le cas pour L'Amant, complètement différemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de continuer à lire Marguerite Duras et je lirai également le livre de son mari, dont elle s'est séparée par la suite, mais Robert Anselme. Je suis désolée, j'ai dû énormément parler. Je vous présente maintenant très rapidement les lectures que j'envisage de faire avant la fin du mois de janvier. Je commence par les livres que je suis déjà en train de lire. Le premier, c'est Nos étoiles contraires de John Green, que je lis en VO. Je me suis donné le challenge cette année. Je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo d'avant, mais dans laquelle je vous présentais mes challenges pour cette année. Il y a notamment celui de lire un livre en VO par mois. Et donc, pour ce mois-ci, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Je n'ai pas lu, j'ai lu une centaine de pages, ouais, à peu près. Donc voilà, je vais essayer de le terminer avant fin janvier. Si c'est pas terminé, c'est pas grave, je le continuerai sur février, c'est pas dramatique. Je suis également en train de lire Le Père Goriot de Balzac. J'ai lu 200 et quelques pages sur 400. Alors là, celui-là, j'aimerais bien le terminer ce week-end. J'imagine que c'est très optimiste de ma part, mais c'est ce que j'aimerais. Après, une fois que je suis lancée dans Le Père Goriot, j'enchaîne les pages sans même m'en rendre compte. Je trouve que tout de même, l'écriture de Balzac est assez exigeante. Je le trouve beaucoup plus inaccessible que Zola, contrairement à ce que certaines personnes disent.
Je suis moins embarquée aussi dans les histoires, même si, comme je vous le disais juste quelques secondes avant, je tourne les pages sans m'en rendre compte. C'est pas la même chose, je mets pas le même affect, je suis pas investie comme je vais l'être dans un livre de Zola, mais je passe quand même un très bon moment avec le père Goriot et je vous dirai ce que j'en ai pensé lorsque je l'aurai terminé. Avant la fin du mois, j'aimerais également lire Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras que Antastasia proposait dans son club de lecture pour le mois de janvier. Alors j'ai pris conscience assez tardivement du fait que cette œuvre était au programme du club de lecture, donc je ne me suis pas encore lancée, mais je vais le faire très très bientôt. Et alors voilà, comme je vous parlais de Marguerite Duras juste avant, je sais que je reste souffle court et suspendu pendant mes lectures de Marguerite Duras, donc en général je lis très très vite ces ouvrages et j'espère pouvoir donc le lire avant la fin du mois de janvier. J'espère également lire, je vous ai dit que j'étais optimiste, Concrete Rose de Angie Thomas, publié chez Nathan. Angie Thomas, c'est notamment l'autrice de The Hate You Give. Et je devais lire ce livre pour début janvier, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que j'ai pris du retard maintenant, il faut que je me lance, voilà. C'est écrit extrêmement gros, comme vous pouvez le voir, je pense que ce sera vite lu. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pris mon temps parce que j'étais pas forcément dans un mood où j'avais envie de lire ce type de littérature. Mais bon, voilà, tant qu'à faire, je vais me lancer et on verra bien. Et enfin, je termine avec une petite collection, enfin qui n'est pas si petite que ça, mais j'aimerais beaucoup lire les 4 tomes de U4. Alors, je sais pas si c'est U4 ou U4, je sais pas comment les auteurs ont voulu les appeler. Mais alors, il n'y a pas d'ordre, hein, mais il y a ce tome-là, celui-ci et celui-là. C'est paru chez Dupuis. Et c'est vrai que j'ai jamais lu les romans et depuis que j'ai reçu les romans graphiques, ils me tentent beaucoup. Je pense que je vais peut-être, vu qu'il me reste 4 livres à lire pour ce mois-ci, je vais peut-être intercaler à chaque fois une BD. Voilà. Ah oui, je vous l'ai pas dit, c'est une histoire post-apo où on suit 4 adolescents qui vont avoir des chemins qui se croisent, s'entrecroisent, bref, j'en sais pas beaucoup plus, mais en gros, c'est ça le pitch. Je vais arrêter de blablater parce que ça fait un petit moment maintenant et je pense que la vidéo va être extrêmement longue si je continue. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir quelques livres, que certains vous tentent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains ou si vous envisagez de les lire plus tard. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.